Eh bien, écoutez, je vous propose effectivement qu'on continue, qu'on clôture même cette demi-journée traitant des apports de l'IA au service de la gestion de contenu documentaire. On s'est beaucoup intéressé au BPM, évidemment aux apports de l'IA précédemment, et je vous propose maintenant qu'on s'arrête plus particulièrement sur tout ce qui concerne les ressources humaines. On parlait justement d'onboarding juste avant. Vous l'avez surtout certainement écouté également, Pascal et Caroline. Donc, je vous propose effectivement qu'on continue sur cette thématique-là. Et donc, j'ai le plaisir d'être entouré de vous deux. Caroline Buscal, tout d'abord, tu es directrice de Cerda Conseil. Oui, 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 tout à fait. Je te confirme. Et Pascal Lim, de votre côté, vous êtes directeur associé de Brain Analytics Technologies et vous êtes aussi professeur d'université. Alors peut-être que je peux vous laisser quand même vous présenter et présenter surtout les organisations pour lesquelles vous travaillez, bien entendu. Peut-être qu'on peut commencer avec toi, Caroline, je te projette et si tu veux, tu as la main pour diffuser les slides. Quelques mots D'accord, bah sur écoute, Cerda Conseil. merci beaucoup. Ça va être simple et rapide. Donc, il y a juste une slide sur cette présentation. Donc, oui, je suis la directrice de Cerda Conseil, qui appartient au groupe Cerda Archimag. Nous travaillons effectivement auprès d'organisations publiques et privées autour de la préservation de la mémoire et du partage du savoir dans un monde digital. Et on a comme conviction qu'effectivement, ces démarches de transformation digitale doivent aussi s'accompagner d'usage de sobriété numérique et être fortement centré sur l'humain. Et quand on parle IA, comme on en a parlé toute la matinée, je pense qu'il faut toujours rappeler qu'au centre de ces transformations digitales, il y a les salariés, les agents, les fonctionnaires, les clients, les usagers, les utilisateurs, tous ceux pour lesquels on va faire ces transformations. Et donc, c'est très important de le prendre en compte. Plus particulièrement, j'ai la chance de piloter des projets qui concernent très souvent des directions de ressources humaines. Et dans ce titre-là, dans le cadre de vastes programmes de digitalisation de toutes leurs ressources, que ce soit des dossiers, des documents, des datas, des instructions, des circulaires, des formulaires, enfin tout ce que par quoi transite de la donnée, on se penche effectivement de plus en plus sur l'apport de l'IA dans le cadre de ces transformations et notamment lorsque l'on a un socle en place, un socle central qui est souvent une composante de CMZ autour de laquelle on va pouvoir rayonner pour introduire des pratiques au niveau IA. Voilà, très rapidement résumé de mon côté. Merci Caroline et je vous donne la main Pascal avec la bonne slide pour nous dire quelques mots sur Brain Analytics Technologies. Alors, donc Brain, on n'existe pas depuis hier, depuis 6 ans. On fait de l'IA avec différents clients. On a édité pendant longtemps une solution qui s'appelait Sibyl, qui était une solution donc de recherche augmentée par IA, qui permettait donc de faire de la recherche sur des documents de différents types, que ce soit du texte, que ce soit de l'image, que ce soit des documents structurés. Et aujourd'hui, donc, on édite Majordome, dont on va parler un peu plus, qui est une solution donc de recherche augmentée générative. On en a parlé à plusieurs reprises ce matin. Donc l'idée, effectivement, c'est mais on va en parler, mais c'est de faire de la recherche sur des corpus de documents, que ce soit des textes, des images, des tableaux, sans avoir besoin ni de les annoter, ni de les structurer, ni de faire de la programmation, même en no-code, et de pouvoir les interroger de manière riche. Avec une particularité sur laquelle on reviendra, je pense, pour Majordome, qui est d'avoir des multi-agents, c'est-à-dire qu'on n'a pas un seul agent intelligent, mais on a des agents spécialisés, l'un qui peut être en juridique, l'autre pour répondre aux questions des nouveaux arrivants, l'autre pour orienter les gens, etc. Et puis, on peut faire appel aussi à des applications internes et externes. Et ça aussi, c'est une originalité. Voilà. Super, pour contextualiser un petit peu. Eh ben, écoutez, je vous propose, une fois que c'est fait, qu'on continue un petit peu sur justement les apports de l'IA. Justement, quel regard portez-vous sur l'IA au service de la GED? Est-ce que cette technologie constitue vraiment une révolution? Pourquoi, éventuellement? Et quels sont les apports qu'on peut en attendre? Peut-être Caroline pour commencer.
Oui, tout à fait. Bah, déjà, je vais passer. Voilà, très bien, super. Merci beaucoup. Bah, je dirais que ça va vite. Ça va même très très vite. Et je pense que les quelques sondages que tu as fait ou Eric a fait aussi au cours des 2 premières tables rondes l'ont montré. En fait, on est face effectivement à une entrée plus que remarquée hein, de l'IA dans les programmes, pas seulement de GA2CM, mais plus généralement de tout ce qui est gouvernance de l'information numérique. On voit effectivement, et ce sont des chiffres qui datent du début de l'année, donc ils sont déjà un peu décalés, on va dire par rapport sans doute à la réalité de ce dernier trimestre de l'année 2024. Mais en début d'année, 13% des organisations disaient avoir déjà réalisé un projet de GA2CM en intégrant des fonctions d'intelligence artificielle. Donc, on peut dire que ceux-là, c'était vraiment des précurseurs. Et 45% annonçaient prévoir un projet dans les 2 ans, c'est-à-dire sans doute l'année 2024. Et on a vu que certains étaient déjà avaient commencé à passer à l'action, et puis 2024, 2025. Ça, ce sont les chiffres de l'enquête gouvernance de l'information numérique qu'on réalise tous les ans. D'ailleurs, si je peux me permettre juste une petite incise, on a lancé le questionnaire 2025 un peu en avance, mais parce que justement, c'est toujours intéressant de pouvoir exploiter les chiffres assez rapidement. Donc, si toutes et tous qui vous nous écoutez ce matin, bah, vous avez un petit peu de temps, 10-12 minutes. Merci d'avoir la gentillesse de bien vouloir aller sur ce questionnaire et puis ultérieurement le renseigner, parce que ça va nous permettre justement de vous partager ensuite eh bien, les enjeux, les résultats, les progressions, et notamment au niveau de l'IA. Merci Fabien d'afficher le lien pour cette enquête. Alors oui, je disais ça va vite. Ça va vite aussi au niveau de l'ECM, plus spécifiquement un ECM GED, puisqu'effectivement, c'est bien la priorité. Au niveau de l'association outillage avec l'intelligence artificielle, on voit que c'est le premier axe. C'est même pour 54% de nos répondants le premier axe sur lequel ils vont pouvoir appuyer et tester. Il y a eu fortement question au cours de la matinée de tests, de pilotes, de tentatives, de première approche. On est encore fin de l'année 2024 sur cette approche-là. Et c'est vrai qu'on se sent en sécurité quand on a un socle de CMGED qui est en place, qu'on connaît, qu'on maîtrise, qui est alimenté avec des données, des documents de qualité. On se dit que c'est peut-être là-dessus qu'on peut effectivement partir dans les premiers résultats. Après, on a effectivement l'automatisation des flux qui apparaît comme l'autre secteur et l'intervention de tout juste avant autour du BPM était tout à fait illustrante par rapport à ce deuxième chantier. Ensuite, on a les veilleurs, mais les veilleurs sont des gens qui aiment l'innovation et donc qui se sont déjà lancés dans des tests et de l'apprentissage d'IA au niveau de leur plateforme notamment. Donc voilà, donc déjà, ça va vite, ça va très vite. Et l'autre élément qu'on peut en tirer, c'est qu'effectivement, souvent, c'est le CMGED qui, apportant cette sécurité au niveau du socle des datas et des documents, eh bien, c'est avec ce socle-là qu'on va commencer à tester et à entraîner, on va dire, un certain nombre de fonctions d'IA. L'autre élément, et qui nous concerne plus directement dans le cadre de ce workshop orienté RH, c'est qu'effectivement, les RH ont fortement contribué à la transformation digitale de leur organisation. Elles sont même relativement considérées comme prioritaires. On voit que pour 36%, le processus RH est prioritaire en termes de digitalisation. On considère que c'est un domaine phare, un domaine essentiel dans une organisation. Et donc, on a déjà travaillé en partie sur un certain nombre de sujets à l'intérieur de la RH. Tu parlais de l'onboarding, qui est effectivement un sujet phare qui a été souvent traité. Pourquoi ? Parce que c'est souvent de gros volumes de données et de documents dans un laps de temps assez court sur lequel il faut réagir. Et notamment, l'IA a pu apporter sur ce sujet-là des compléments, des accélérateurs, aussi bien en termes de gain de temps, mais également par rapport à la qualité des données. Donc effectivement, on traite souvent dans le cadre de la RH en priorité le côté recrutement d'ailleurs aussi au préalable, puis le onboarding. Mais c'est pas que ça. Pourquoi ? Parce que la RH, au sein des métiers de la RH, on traite de gros volumes de données, qu'elles soient entrantes, qu'elles soient circulantes, des données personnelles, des données administratives, des données financières, des données professionnelles, et ce pour un temps long. Et donc, effectivement, plus naturellement, la fonction RH peut être étudiée pour bénéficier effectivement des apports de l'IA.
Sur un parcours professionnel, si on prend un exemple très concret au quotidien, qui sont très souvent considérés comme consommateurs de temps avec beaucoup de tâches répétitives à traiter, c'est une RH qui va traiter par exemple ce qu'on appelle les congés maladie ordinaires, c'est-à-dire le petit arrêt de travail 2-3 jours parce qu'on a perdu sa voix par exemple, comme certains, ou parce qu'on a un rhume ou une grippe dont on n'arrive pas à se débarrasser. Ça, c'est souvent une volumétrie de documents importante en nombre, qu'il faut traiter sur un laps de temps très rapide, puisqu'il faut alimenter le système d'information RH pour pouvoir justement mettre en place toutes les données d'encadrement, de suivi, de contrôle. Et puis, c'est des données qui ont aussi un impact au niveau financier, au niveau de l'organisation du travail, au niveau de la gestion des temps. Donc, le temps est resserré. La volumétrie de données est importante et puis il faut aller récupérer la data sur le nom de la personne, sa date de naissance, son numéro de sécu, son matricule, etc., etc. Et donc ça, c'est consommateur de temps, d'énergie. Ça n'a pas une très très forte valeur ajoutée, faut être très clair, au niveau du personnel RH. Et donc, quand on utilise des fonctions d'automatisation avec, comme on l'a vu précédemment, la qualification sur les données, de la vérification, du contrôle et de l'alimentation automatique au niveau SIRH, eh bien, on gagne du temps. On gagne souvent d'ailleurs entre 20 et 25% du temps, ce qui n'est pas négligeable pour un gestionnaire de carrière. Donc voilà, donc effectivement, c'est un domaine assez privilégié aujourd'hui dans lequel on commence à tester des premières fonctions d'IA, notamment quand on est déjà équipé d'un socle de CA. Merci Caroline. Pascal, je vous voyais approuver ce que disait Caroline. Est-ce que vous voulez compléter un petit peu, apporter votre point de vue également? Oui, alors, moi, sur un point de vue vraiment focalisé sur l'IA, je pense que ce que les systèmes modernes apportent, notamment quand on parle de recherche augmentée générative, c'est-à-dire le croisement entre de la gestion de documents et de l'IA moderne, ce qu'on appelle les grands modèles de langage, on en a parlé pas mal, c'est qu'on va pouvoir placer tous ces documents, on peut avoir des millions de documents dans un endroit, on va les indexer automatiquement, c'est-à-dire qu'on ne va pas les annoter soi-même, et ensuite on va pouvoir poser des questions sur ces documents. Alors je prends un exemple qui est un peu éloigné de la GED ou des RH, mais c'est pour bien fixer les idées. Imaginons qu'on ait un catalogue d'images et qu'on veuille faire une recherche dans ces images et je sais pas, dans ces images, je veux faire des images de chevaux en noir et blanc des années 1930. Mais je n'ai pas tagué mes images en disant, bah, tiens, la date, ce qu'il y a sur l'image, le contexte, etc. Je n'ai rien fait sur mes images. Et je dis, je veux toutes les images qui représentent des chevaux dans un fond de campagne en noir et blanc dans les années 1930. Et ben, l'IA va arriver à interpréter la sémantique des images et va vous retrouver automatiquement toutes ces images. On peut dire aussi, évidemment, bah, j'ai tout un ensemble de CV. Bah, tiens, je voudrais tous les CV de spécialistes en Python, etc. Mais là encore, je n'ai pas indexé mes bases, je n'ai pas fait tout ce travail, je dirais, qui est extrêmement fastidieux de structuration, d'indexation. Et je vais pouvoir non seulement poser des questions, c'est-à-dire non seulement pouvoir faire des requêtes immédiatement, mais aussi faire des synthèses ou des rapports. Ça, on y reviendra peut-être un peu plus. Donc, l'idée, c'est qu'on va gagner du temps. On va pas avoir besoin de programmer des choses très compliquées. On va juste poser tous les documents qu'on a dans un endroit. Et puis, on va gagner évidemment en efficacité et en coût et en temps. Parce qu'on sait très bien que le gros obstacle qu'on a dans la gestion des documents, c'est toute cette phase d'enrichissement des documents, de tagage, de remplissage de mots-clés, etc., qui prend beaucoup de temps et qu'on ne fait pas en général. Et du coup, dans les anciennes versions, du coup, on avait évidemment une recherche qui était appauvrie. Alors qu'aujourd'hui, le gros apport, c'est qu'on va avoir une recherche augmentée. Non seulement elle n'est pas appauvrie, mais elle est beaucoup plus riche, et sans avoir à faire cet effort. Voilà. Merci à tous les deux pour ces premiers éléments. Caroline, je reviens peut-être vers toi. Aujourd'hui, à quel cas d'usage concret l'IA répond, en particulier dans les métiers des ressources humaines ?
Alors, il y a plusieurs cas d'usage qui, certains existaient déjà, on va dire, avant la vague IA qui nous submerge depuis maintenant environ 2 ans, mais qui était déjà en place, mais qui s'est enrichi, on va dire. Le premier cas d'usage auquel on pense, ce sont les assistants qu'on met au service des salariés. Les chatbots, pour reprendre un terme qu'on a déjà utilisé précédemment. Tout ce qui va aider le salarié, l'agent, le fonctionnaire, voire des candidats aussi en phase de recrutement, hein, donc c'est pas nécessairement uniquement figé à ce niveau-là, qui vont répondre à des questions qu'ils vont poser en langage naturel, dans un contexte tout à fait donné, hein, donc, et pour lequel effectivement l'assistant va pouvoir effectivement fournir des réponses pertinentes, donc qui sont tout à fait en adéquation avec ce qui est attendu, et donc qui vont permettre de dynamiser la relation entre un service RH, notamment celui de la gestion des congés, par exemple, ou de la formation, avec les salariés de l'entreprise en question, qui vont pouvoir effectivement aller très vite à l'information qu'ils recherchent sans avoir effectivement à interroger ou passer un mail en direction de leur gestionnaire. Le revers de la médaille, quand même, c'est que les chatbots ont quand même une assez mauvaise presse sont les premiers qui ont été mis en œuvre. Je ne parle pas de ceux qu'on a sur les grands sites publics pour réserver des billets de train, où là on devient fou quand on essaie de les interroger. Non, mais je parle même des chatbots qu'on avait commencé à tester dans un certain nombre d'organisations dans les années 2021, 2022, donc ça paraît très très loin par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et donc ça peut donner une vision encore un peu négative du salarié ou de l'agent vis-à-vis de l'entreprise. Il faut que cet assistant, il ait un bon niveau de pertinence pour renvoyer cette image positive de l'organisation à laquelle on appartient. Et donc, ça veut dire qu'il va pouvoir aller chercher de l'information dans un contexte de gisement de données qui soit à jour, qui soit complet, qui soit tout à fait qualifié. Mais ça, c'est tout ce qui nous a été raconté depuis le début de cette matinée par les différents intervenants qui se sont succédés, quelle que soit d'ailleurs la solution sur laquelle, effectivement, ils sont positionnés. Ça, c'est premier cas d'usage qui existe encore ou qui a été souvent le précurseur. Le second, ou pour tout dire le deuxième en tous les cas, parce que c'est loin d'être fini, il y en a d'autres, des cas d'usage, c'est celui qui va plutôt s'interroger avec du langage naturel, à interroger pour faire des résumés de carrière, des résumés. Alors, ça peut être dans le cadre d'une préparation d'entretien, ça peut être dans le cadre d'une instruction parce qu'il peut y avoir un litige avec tel ou tel salarié ou tel agent, par exemple, et dont on va chercher à relever toutes les données disponibles qu'on a autour de tel ou tel, que ce soit sur le nombre d'absences, les jours de congé en retard, les problématiques d'horaire, etc., etc. Et donc, on va utiliser tous les contenus spécifiques que l'on a à disposition, souvent dans une base de données ressources qui est disponible que au sein d'une direction des ressources humaines, qui a été alimentée, qui est mise à jour. Et donc, avec là, on va pouvoir instruire ou pré-instruire ou effectivement organiser une démarche qui va ensuite aller vers peut-être le dialogue avec le salarié ou avec l'agent. Il y a d'autres cas. Moi, je connais un cas très spécifique où on a besoin d'avoir autour d'un dossier de carrière qui peut contenir des centaines et des centaines de pièces, de documents, de formulaires, de données, surtout pour quelqu'un qui a un parcours depuis plus de 10 ans ou plus de 15 ans dans la même organisation, on peut avoir besoin d'avoir une sorte de checklist, de sommaire, de résumé assez complet, de savoir ce dont on dispose et ce dont on ne dispose pas. Et donc là aussi, plutôt que de prendre le dossier à la mano et de le traiter quasiment pièce à pièce, eh bien, utilisant un langage de données adapté et faire de l'IA générative, ça va apporter une analyse plus automatisée, plus fiable, qui va permettre ensuite aux gestionnaires de RH, effectivement, de capitaliser sur ce résultat et ensuite d'instruire une instruction, une prise de décision. C'est aussi gagner du temps dans la prise de décision. On dit que ça permet de gagner sur des prises de décision entre 25 et 30% du temps. Donc, c'est très utile. C'est très utile lorsque l'on est dans un environnement de temps assez maîtrisé, qu'il y a une réunion qui se dessine, je ne sais pas, une commission particulière, et donc avec lesquelles il faut arriver avec des données assez propres. Voilà, un deuxième cas d'usage qui commence à se développer à partir du moment où là aussi, on a une digitalisation complète autour de la carrière d'un salarié, pas seulement l'onboarding, pas seulement son recrutement, pas seulement ses fiches de paye, pas seulement certains documents, mais qu'on a tout. On a depuis le contrat
jusqu'à la sortie, avec notamment les évaluations régulières, les échanges, la correspondance et tous les formulaires d'instruction qu'il peut avoir liés à sa promotion, sa mobilisation, etc. Voilà un deuxième cas qui se développe. Merci Caroline. Pascal, je me tourne peut-être vers vous. Effectivement, bon, on l'a vu, l'IA répond déjà à des cas d'usage bien précis dans les RH. Mais pourquoi aujourd'hui est-ce qu'elle n'est pas davantage développée? En tout cas, autour de moi, j'en entends très peu parler. Quels sont les freins finalement à la démocratisation de l'usage de l'IA au service des RH? Alors, peut-être avant de parler des freins, j'aimerais peut-être rebondir sur ce que Caroline vient de dire. Si tu permets, Fabien, parce que effectivement, sur cette idée de cas d'usage qui sont multiples et sur lesquels finalement on a besoin, on sent bien un peu d'une IA spécialiste à chaque fois. Et je dirais que la nouvelle génération des IA génératives appliquées à la GED, je pense que le principal apport, c'est justement l'orchestration d'agents spécialisés. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, un assistant, on parlait tout à l'heure d'onboarding, moi j'avais un client, par exemple, qui me disait « j'ai des nouveaux arrivants et j'ai un turnover assez fort parce que je suis une entreprise de logiciels, bon, j'ai assez souvent des nouveaux arrivants, et ils me posent tous à peu près les mêmes questions, et à chaque fois qu'il y a un nouveau, je passe à chaque fois tant d'heures à répondre à peu près aux mêmes questions, qui sont en plus dans une doc qu'on a, voilà, donc bon. Et ça me fatigue. Et donc, au-delà des cas d'usage dont on parlait, hein, des documents, des résumés, etc., cette idée de pouvoir répondre aux questions simples, sans être une fac, parce qu'une FAQ, ça c'est un peu pénible, mais que le nouvel arrivant pose sa question et puisse avoir une réponse précise, presque aussi bonne que celle du patron, ça, je pense que c'est vraiment une grande nouveauté. Mais on parlait donc d'orchestration. Le nouvel arrivant, il peut peut-être poser une question justement sur des procédures, sur des manières de faire, non. Mais il peut aussi peut-être poser une question sur de la formation, hein, puisque bon, c'est pas tout à fait la même chose. Là, actuellement, on travaille avec plusieurs entreprises de formation, notamment Fora, qui est une grosse entreprise de formation qui travaille avec notamment toutes les entreprises du commerce. Et là aussi, l'idée, c'est qu'on a toute une masse de documents, des PowerPoint, des supports de formation, plein de choses. Et l'idée, c'est d'exploiter tout cet ensemble de connaissances pour répondre à des questions, pour créer de nouvelles formations. Et donc, un nouvel arrivant qui va poser des questions en disant, bah, tiens, j'aimerais bien connaître un peu plus tel domaine, eh ben, on va peut-être pouvoir lui répondre à des questions à partir de supports de formation qu'on aura introduits. Mais vous avez bien compris que c'est pas le même expert. L'expert qui répond aux questions comme le chef de service, c'est pas l'expert qui répond à des questions plutôt liées à de la formation ou encore des questions de conformité juridique. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je suis dans une entreprise de logiciels. J'ai envie d'utiliser un composant open source. Mais est-ce que je peux l'utiliser dans ce contexte commercial? Et tout ça, ça va peut-être être dans les documents que j'ai ajoutés à mon système documentaire intelligent. Et donc, on va peut-être, le système va dire, ah ben oui, j'ai reconnu que ta question, elle concerne une question juridique sur l'utilisation des logiciels open source, et je peux te dire que ce composant-là, tu ne peux pas l'utiliser dans un contexte commercial parce que c'est un open source qui n'est pas ouvert au commercial. Donc, bon, voilà. Au-delà donc de ce qu'on disait sur le recrutement, la formation. Donc, je pense que cet aspect aussi d'ouverture aux bases internes, hein, Caroline parlait de faire appel à des bases internes. Or, la plupart des outils de RAG, enfin, donc de recherche augmentée générative, actuels, effectivement, on va mettre des documents, mais on va pas pouvoir forcément facilement faire un tuyau vers un système d'application interne. Alors ça, c'est super important parce qu'on a toujours des systèmes internes ou externes, mais souvent internes, des bases de données, des choses comme ça, qui sont pas sous une forme de document.
Et donc là, c'est extrêmement important que l'agent puisse reconnaître, ah, là, on me pose une question qui va me demander d'aller accéder à des données internes. Est-ce que je peux le faire? Donc là, je vérifie que j'ai les droits. Et puis, je vais accéder à cette base et je vais constituer ma réponse à partir de ça. Oui. Et je me permets de faire juste un exemple sur le recrutement. L'autre jour, j'ai un collègue d'une autre entreprise qui me dit, ben voilà, je veux recruter des spécialistes IA. Est-ce que tu peux m'aider? Bon, très bien. Donc, je dis, ok, je peux t'aider à recruter des profils de spécialistes IA. Et donc, on voit un certain nombre de candidats et je demande à mon collègue, ok, c'est quoi tes objectifs pour cette mission? Il me dit, ben voilà, je voudrais qu'il soit autonome, je voudrais qu'il puisse discuter avec un client, mais je voudrais aussi que parfois, il puisse avoir de l'expertise sur les systèmes génératifs. Bon, très bien. J'avais le CV et j'ai demandé au candidat si je pouvais enregistrer notre dialogue. Donc, on discute pendant 1 heure, j'enregistre le dialogue. À partir de l'enregistrement du dialogue, j'utilise une conversion de voix et aujourd'hui, c'est extrêmement performant. C'est vraiment très impressionnant hein, pour ceux qui l'ont utilisé. Des systèmes comme Whisper, par exemple, sont très, très efficaces. Donc, je transcris notre entretien. Je combine ça avec le CV, la fiche de mission et mon évaluation. C'est-à-dire, j'ai dit, ben voilà, moi, ce que je pense de ce candidat, c'est ça, ça, ça et ça. Bon, très bien. Et je dis à l'IA, crée-moi une fiche qui me synthétise l'adéquation du candidat avec les objectifs de la mission. Donc, il n'y avait rien de plus, évidemment, que ce sur quoi on avait échangé. C'est-à-dire que ce n'est pas une création ad nihilo d'une évaluation du candidat. Évidemment que l'entretien a été fondamental. Évidemment que la préparation avec mon collègue des objectifs de la mission et de ce qu'il attendait du candidat a été super important pour conduire l'entretien d'1 heure. Sauf qu'une fois que tout ça est fait, ben moi j'ai gagné 1 heure à pas avoir à refaire la fiche à la main. Il m'a généré une fiche très pertinente, je dois dire. J'ai corrigé 2-3 éléments avec lesquels je n'étais pas d'accord, mais honnêtement, j'ai gagné 1 heure. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi une illustration. Alors, pourquoi est-ce que tout ça n'est pas utilisé? Honnêtement, ça fait 6 ans, nous, qu'on utilise et qu'on promeut ce genre d'outils, même avant l'arrivée de ChatGPT. Et je ne sais pas, du coup, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'aujourd'hui, on sent bien, et je pense que le sondage le confirme, que les choses bougent. C'est-à-dire, autant il y a 2-3 ans, quand on parlait de ce genre de choses, on sentait qu'on n'était pas compris. On disait, c'est pas possible. Et aujourd'hui, ça change. Voilà. Caroline, est-ce que tu peux aider Pascal? Est-ce que toi, tu sais pourquoi ce n'est pas plus utilisé? C'est ce que je pensais. Je me dis que je vais pouvoir répondre à Pascal sur certains éléments, pas pour tout. En tous les cas, là aussi, c'est un peu ma vision et le fait que je côtoie quand même beaucoup de services RH qui peut peut-être apporter quelques éléments de réponse. D'abord parce que, je disais tout à l'heure, hein, la RH a fortement un domaine qui a été fortement transformé. Je suis pas sûre que les transformations soient partout abouties. C'est-à-dire que c'est encore un secteur qui se transforme et avec encore des équipements qui sont en cours. Donc, ils sont déjà dans un mouvement extrêmement de mouvance assez important. Et donc, toutes ces fonctions, notamment la parfaite description que vient de faire Pascal d'une optimisation, d'une synthèse post-recrutement, ça interagit avec les processus RH, le processus de l'entretien, le processus de l'analyse, les données d'entrée qu'on a utilisées comme, j'imagine, le CV, la lettre de candidature, etc., etc. Bon, voilà. Et donc, tout ça, il faut prendre le temps de les amener, de les nourrir, de les tester, de les entraîner avant de les utiliser au quotidien. Donc, voilà, je pense que c'est pas un frein au sens « oups », c'est plutôt, c'est pas tout à fait parfois complètement abouti. Et avant de se lancer dans ce type d'expérimentation, peut-être qu'il y a un peu une vision pragmatique. On va finir le chantier d'avant, on va arriver à sa mise en œuvre et son déploiement, et puis on va attaquer le chantier suivant. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Après, on est quand même au sein d'une direction de ressources humaines. Donc, il y a peut-être quand même des questions de sécurité, des questions d'éthique. Il y a quand même une forte sensibilité de nos amis RH autour de ces sujets-là, ne serait-ce qu'autour des données personnelles. Voilà, il y a des
systèmes d'information de RH qui sont considérés comme des SIE, des systèmes d'information essentiels, sur lequel les normes de sécurité, y compris sur les accès, sont fortement renforcées. Donc, il y a aussi sans doute derrière de l'interrogation autour de l'encadrement, de l'éthique, de la transparence. Alors bien sûr, il faut rassurer, il faut dire que le législateur, dans sa grande bonté, s'est penché sur la question. Il y a un règlement européen, le AI Act, le règlement intelligence artificielle, le RIA, comme l'abrège la CNIL, voilà, qui est la première législation quand même générale au monde sur l'intelligence artificielle, qui vise à encadrer le développement, la mise sur le marché, l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. Donc, je pense que ça, c'est important parce que justement, ça peut encadrer pour éviter des risques, notamment sur la sécurité des données et les droits fondamentaux. Et ça ne se substitue en aucun cas à notre ami le RGPD, qui lui est bien maîtrisé, bien connu par toutes les directions de ressources humaines, en vigueur depuis 2018. Je pense que les RH sont totalement au top de la compétence sur l'exploitation du RGPD, mais du coup, le RIA, le RGPD, comment ça s'articule? Les exigences de l'un sont-elles digérées dans l'exigence de l'autre? Non. Ça, je pense qu'il est important de bien rappeler qu'il faut distinguer les deux choses, que le RGPD s'applique toujours pour tous les traitements de données personnelles et que le RIA ne remplace pas les exigences du RGPD, mais au contraire, il va venir renforcer toute cette partie des conditions requises pour déployer et développer des systèmes d'IA de confiance au niveau d'une RH. Donc ça, je pense qu'il faut intégrer peut-être cette situation actuelle où certaines DRH sont interrogatives sur le bien fondé à utiliser aujourd'hui ou demain des fonctions d'IA. Et puis, il y a aussi ce discours très quotidien autour de l'IA, et effectivement Pascal parlait de ChatGPT, donc le côté très ouvert, on maîtrise pas, c'est partagé, on ne sait pas où ça va. Il est évident qu'on va pas aller basculer les dossiers de ses salariés dans un ChatGPT pour en faire un résumé. Sinon, voilà, on ne sait pas où ça va aller et donc ça va être critique. Donc il y a ce manque peut-être de connaissances sur les limites qui peut faire effectivement générer un peu un frein, des interrogations avant de se lancer. Pascal parlait de la recherche augmentée générative, les RAG, donc c'est là-dessus qu'il faut emmener les DRH pour qu'ils comprennent que ces questionnements en texte direct, cette production documentaire qu'ils peuvent trouver à l'issue d'interrogations avec des outils d'IA, c'est sur leur base de connaissances internes, avec les règles et les limites qu'ils auront mis, y compris sur les types de données qu'ils voudront ou pas rentrer comme étant dans le socle de l'interrogation. Donc voilà, moi je le mettrai plus sur ces aspects-là de frein aujourd'hui, s'il y en a au niveau des RH. Pascal, si vous voulez compléter. Oui, on parlait de sécurité. Effectivement, donc ça c'est super important. Et je dirais, le fond de notre contribution, c'est effectivement de ne pas juste faire un petit lien entre la question et les outils connus comme ChatGPT, Claude ou autres, c'est d'utiliser nos outils internes sur des serveurs internes, soit chez le client, soit basés en France, mais qui respectent évidemment les conditions de confidentialité basiques. D'ailleurs, à ce propos, on est partenaire de Meta, qui édite notamment des modèles très puissants, dont les modèles Llama, dont on parle pas mal aujourd'hui. Et donc, on a un partenariat privilégié avec Meta. On a été là récemment à la conférence IA de Meta à Menlo Park. On était les seuls Français invités pour parler justement de cet aspect d'orchestration des agents. Mais donc, utiliser des modèles qu'on maîtrise, qu'on installe en local et dont on puisse contrôler l'exécution, ça, c'est hyper important. Une deuxième chose, je pense qu'il faut faire, je dirais, une différence entre les applications comme celle dont je parlais. Je suis un nouvel arrivant, il y a un certain nombre de procédures qui sont codifiées, qui sont dans des documents. Je veux poser des questions sur ces procédures, j'ai une réponse. Je dirais, là, il n'y a pas tellement de questions. Évidemment, quand je parlais d'applications internes avec accès à des bases de données qui peuvent être sensibles, on est évidemment sur une autre question. Alors nous, on gère évidemment les droits d'accès, mais on est là sur des questions difficiles qu'il faut travailler très spécifiquement, parce que combiner des sources internes
avec des données qu'on pourrait avoir en public. Ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu délicat, effectivement. Si je prends un exemple, hein, évidemment, qui n'est pas du tout dans le domaine GADRH, on a installé, si vous passez par la gare du Nord, il y avait peut-être une grande borne où il y a, des judokas. On avait installé ça pour les JO. Et donc, on peut poser des questions à la borne. Et je parlais tout à l'heure d'agents multiples. Hein, on peut lui demander aussi bien où manger un croissant à la gare du Nord, ou bien comment aller sur le site du Champ de Mars. Voilà. Évidemment, accéder à une application qui va permettre du guidage, c'est pas du tout la même chose qu'accéder à une application qui recense tout l'historique des interactions d'un employé dans l'entreprise. C'est pas du tout la même chose. Et donc, évidemment, là-dessus, on est prudent et on prend en compte tout ça d'une manière très précise. Voilà. J'ai affiché à l'écran pendant que vous parliez justement cette slide qui présente un petit peu Majordome, qui est donc votre solution. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment justement vous permettez aux ressources humaines, entre autres, de s'emparer des technologies d'intelligence artificielle pour optimiser leur processus? Alors, j'ai déjà abordé pas mal de points. Un peu. Un petit peu. Donc, effectivement, on est basé sur une technologie, donc sur des grands modèles de langage propriétaires, donc qui ne sont pas un accès à GPT, par exemple. Donc, sur des technologies de recherche augmentée générative, on a beaucoup parlé ce matin, donc de la recherche dans des corpus de documents qui sont donnés par l'entreprise et pas sur des données externes. Donc là, on maîtrise effectivement le contenu de ce qu'on veut dire. Typiquement, quand on parle de formation, c'est pas du tout la même chose de poser une question à GPT qui va donner une réponse un peu générale, qui parfois est d'ailleurs très pertinente, hein, c'est pas la question, mais que je ne maîtrise pas, et poser une question sur un corpus de documents, un cours que je lui ai donné, et citer la partie du document qui concerne la réponse. C'est pas la même chose. Pareil sur des procédures internes à l'entreprise. On travaille là en ce moment avec des cabinets de médecins, avec des remplaçants. Et chaque cabinet a ses procédures un peu spécifiques. Et du coup, évidemment, c'est intéressant d'avoir toutes ces procédures dans un corpus et de pouvoir poser des questions sur les procédures spécifiques d'un cabinet. Je parlais tout à l'heure, évidemment, de l'interface avec des applications internes ou externes. Ça, c'est super important parce que c'est vraiment les apports de ce qu'on fait hein, par rapport à des règles traditionnelles. L'orchestration des agents, donc si j'ai un agent juridique, un agent recrutement, un agent de nouveaux entrants, eh bien, le système va reconnaître automatiquement à qui est posée la question. Et c'est le bon agent qui va répondre. Et puis, une gestion des droits avancés, on en a parlé, ça c'est quelque chose qui est évidemment très important, qui est évidemment plus délicat dans un système d'intelligence artificielle qui va mixer plusieurs inputs que sur un système de base de données traditionnel, bien entendu. Cet aspect de souveraineté des données, hein, donc, dont j'ai pas mal parlé, et le partenariat Meta dont j'ai aussi parlé. Voilà. Peut-être qu'on peut parler en revanche des cas d'usage, il y en a que vous avez déjà évoqué, notamment sur tout ce qui était les nouveaux arrivants. En revanche, sur tout ce qui est juridique, formation, recrutement, peut-être qu'on peut en dire davantage de mots. Un petit peu plus, oui. Donc, sur le juridique, l'idée, c'est que je peux avoir des bases juridiques qui sont spécifiques à mon contexte ou en entreprise. Je prenais l'exemple tout à l'heure des logiciels open source. On est évidemment là sur des réglementations qui sont un peu différentes des réglementations juridiques globales. Donc, avoir un assistant juridique qui répond à des questions sur la loi, c'est pas la même chose que de dire est-ce que j'ai le droit de faire ceci avec tel ou tel composant logiciel? Est-ce que j'ai le droit d'héberger des données de santé aux États-Unis? Enfin, voilà, ce genre de choses. Voilà. Donc l'intérêt, c'est effectivement d'avoir des réglementations qui soient spécifiques à un contexte donné. Voilà. Et contrôlées. Donc, hein, effectivement, c'est pas juste je pose une question à un assistant conversationnel, est-ce que je peux faire ça? C'est à partir du corpus que moi j'ai, que je contrôle, est-ce que je peux faire ça? Et si j'ai une réponse, en plus, je sais que c'est par rapport à tel document. On parlait de formation, donc je parlais des collaborations qu'on a avec Fora.
peut-être dans le cadre de la RH, je pense qu'il y a une vraie nouveauté qui est que les assistants IA aujourd'hui permettent non seulement d'avoir des compétences de savoir, mais aussi de savoir-être. Parce que le savoir, je dirais, aujourd'hui, on le maîtrise assez bien. Donc, voilà. Le savoir-être, c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, on commence à avoir des applications, on fait ça avec des fonctionnaires d'État qui sont appelés à converser avec des fonctionnaires. C'est de les mettre en situation, que l'IA joue un rôle, qu'il puisse y avoir une interaction suivant un scénario global donné, et ensuite une post-évaluation par le système. Donc ça, vraiment, on a pas mal d'exemples là-dessus, sur de la formation qui n'est pas seulement à des savoir-faire ou à des savoirs, mais à des savoir-être. Ça, je pense, c'est une vraie nouveauté. On a beaucoup parlé du recrutement et de la sélection, j'y reviens pas. Et puis les interfaces avec les applications internes, talent, suivi de compétences, avec toutes les difficultés de confidentialité et de sécurité que ça pose. Là aussi, je suis très prudent. Mais voilà. Il y a des choses plus ou moins délicates, hein, comme je vous le disais. Accéder à une base d'horaires de bus, c'est pas du tout la même chose qu'accéder à un suivi de carrière d'une personne. Et puis, ce dont on a parlé, hein, sur la simplification et la rapidité, aujourd'hui, on est capable de mettre ce genre de système en place rapidement, sans setup très lourd, voilà, et de manière assez légère. Merci Pascal. Caroline, je me tourne vers toi. Quelles sont un peu les complémentarités qu'on peut imaginer ou qui ont d'ailleurs déjà été mises en place entre Cerda Conseil et Brain Analytics Technologies? Alors, c'est plus sur des projets d'analyse liés effectivement à des corpus. On est en train de réfléchir à un travail qui est lié d'ailleurs à nos bases de données sur les cycles de vie et la réglementation en termes de durée de conservation, et pas seulement d'ailleurs au niveau de la fonction RH, mais de manière plus générale, au niveau de toutes les fonctions d'entreprise, pour effectivement permettre une exploitation qui soit plus dynamique et plus complète, avec Majordome notamment, hein, donc effectivement utiliser ce complément entre de la base de données qui est très très riche, très complète, très actualisée aussi, et avec effectivement l'apport que va pouvoir donner Brain Analytics, et donc rendre tout à fait, on va dire, dynamique l'exploitation qu'auront les utilisateurs. Voilà, ça c'est un premier exemple très concret de complémentarité. Super. Et peut-être avant de conclure, quelles seraient les règles de bonne pratique que vous recommanderiez justement pour adopter l'IA au service des ressources humaines? Qui veut se lancer? Écoute, je me lance et puis après je laisse la main à Pascal. Y a une règle qui a été dite de manière transversale pendant toutes les interventions de ce matin, qui étaient toutes d'ailleurs très intéressantes. La première règle, c'est d'avoir effectivement des données qui soient complètes, qui soient fiables, qui soient enrichies. Si on n'a pas ce corpus-là, on pourra développer les meilleures pratiques d'intelligence artificielle. Le résultat sera pas à la hauteur de ce que peut en attendre quand on est à la manœuvre de l'interrogation. Donc, s'il y a une première règle qu'il faut absolument inscrire, c'est d'être en tout digital. Aujourd'hui, il faut que tout soit dans des systèmes d'information structurés. S'il y a encore de l'hybride avec du papier quelque part, c'est autant de pans de ressources qui ne seront pas interrogés. Il faut donc les intégrer dans le corpus complet. Ça, je pense que c'est vraiment la première pratique. Donc, c'est un gros travail préparatoire s'il n'est pas déjà en place, mais qui est indispensable. Et j'aurais tendance à citer en second point, on est encore au stade de l'apprentissage, y compris pour nous humains qui allons avoir à utiliser de l'intelligence artificielle. Donc, il faut continuer à sensibiliser, à clarifier, à rassurer, à former, à intégrer au processus métier. On est au stade des tests, des pilotes, dans encore beaucoup d'organisations. Donc, on a largement le temps d'accompagner ce changement, cette transformation. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Sinon, on va générer des freins, des refus, des blocages. Donc, il faut accompagner ce que c'est que prompter. Voilà, faire du prompting, c'est pas naturel. Il faut savoir le maîtriser correctement. Donc voilà, je pense qu'on est sur toutes ces bonnes pratiques-là.
Et puis, la petite incise, mais qui est quand même essentielle, c'est aussi raisonner sobriété numérique. Alors, on sait que l'IA et la sobriété numérique, ça semble un peu compliqué, mais si on a des pratiques préalables déjà responsables, si on arrête d'utiliser les messageries pour transférer des documents de RH alors qu'il suffit de déposer dans la plateforme et d'interroger avec des liens, si déjà on se structure avec des bonnes pratiques, alors on pourra d'autant plus exploiter des fonctions d'IA sans avoir l'impression de faire exploser l'empreinte carbone dans toutes nos organisations. Voilà un petit peu déjà les premiers conseils qu'on pourrait être amené à proposer. Peut-être pour compléter sur la digitalisation, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même justement une nouveauté qui est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que la base, en fait, ce qu'on appelle une base vectorielle dans le jargon de nos applications d'IA, on va vraiment poser les documents éventuellement non structurés qu'on a, et ces documents vont être compris par l'IA. Et ça, c'est quand même une grosse nouveauté. C'est-à-dire que ça facilite quand même beaucoup les choses. Juste sur l'aspect des bonnes pratiques, moi, ce que je dis à mes étudiants aujourd'hui, élèves ingénieurs, c'est je pense que le métier va évoluer d'un métier où vous deviez faire des choses, que programmer des trucs, etc., à un métier où vous allez devoir écouter. Et ça, je pense que, en particulier dans les applications d'IA, écouter les utilisateurs, ce dont ils ont vraiment besoin, sur des petites choses auxquelles on ne fait peut-être pas très attention, c'est très important. Et je dirais customiser l'application d'IA par rapport à un truc où on dirait, bah tiens, voilà Notebook LM ou ChatGPT, débrouille-toi. Je pense que c'est quand même très important. Merci à tous les deux. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Bien entendu, je rappelle, Caroline et Pascal, que vous êtes sur LinkedIn si toutefois les participants veulent approfondir un peu les échanges. A priori, pas de questions supplémentaires. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, oui. Qu'ils n'hésitent pas même à échanger à travers la messagerie LinkedIn, voilà, en direct, ce qui peut aussi faciliter les échanges plutôt que les différents mails. Donc que ce soit celle de Pascal ou la mienne, aucun souci. Exactement. Et tu peux peut-être aussi partager, tu as le partager avec le lien avec Cerda Conseil, c'est parfait. Là aussi, vous pouvez tout à fait poser vos questions et on pourra tout à fait y répondre en direct. Super. Eh bien, écoutez, dans ce cas, on va en rester là pour le moment. Et puis, rendez-vous du coup sur LinkedIn pour prolonger les échanges si besoin. En tout cas, merci à tous les deux, Caroline et Pascal, pour votre participation. Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis ce matin, à tous les experts qui sont intervenus. Je vous rappelle de sortir avec des écharpes pour éviter de vous retrouver avec une voix comme la mienne. Sinon, vous allez devoir profiter au miel, ça fait toujours du bien. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie encore. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir Pascal. Au revoir Fabien. Merci à tous. Au revoir.